Mélodie, la radio vintage forever. Il est acteur, metteur en scène, humoriste et auteur de pièces à succès. L'humour et le théâtre font partie de sa vie, tout comme de la nôtre. De la classe avec Fabrice aux planches des plus célèbres théâtres, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Lejeune. Bonjour. Oh, merci Gilles. Voilà déjà une belle présentation qui met de bonne humeur. J'espère bien. Bienvenue dans cette émission sur Mélodie Radio. Merci beaucoup. Comme à tous mes invités, j'ai l'habitude de demander quel est votre plaisir démodé de la chanson française. Vous savez, une chanson que vous appréciez, que vous écoutez, mais vous pensez quand même un peu démodé. Ah, alors, démodé, je sais pas pourquoi tout d'un coup je pense à Tata Yo-Yo avec Annie Cordy. Mais sinon, il y a une chanson que j'adore qui est intemporelle parce que je connais l'île, c'est Belle-Île en mer. Et c'est vrai que la chanson de Laurent Voulzy me transporte à chaque fois dans les images. J'ai vraiment la chance de faire du bateau là-bas. Et Marie-Galante, j'y suis allé aussi puisque c'est les paroles de la chanson. Donc d'associer Belle-Île, Marie-Galante, Saint-Vincent. Donc c'est vraiment une chanson qui me transporte et c'est un plaisir démodé parce que on n'a plus le temps, on prend l'avion, et là pouvoir naviguer tranquillement dans ces îles. Voilà. Puis j'ai beaucoup été très copain avec Carlos. Alors lui, c'est bien sûr Big Bisou, Patrick Topalov, tout nu, tout bronzé. Donc ça c'est Carlos. C'est Carlos. Mais dans Topalov, qu'est-ce qu'il avait déjà, Topalov, cette Torres qui chantait. Enfin voilà, tous ces gens-là qui sont un tout petit peu démodés, mais qui représentaient une joie de vivre. Et qui mettent la bonne humeur. Et qui mettaient de la bonne humeur, ouais. D'accord, écoutez, on va garder Belle-Île en mer et Carlos. Génial. Laurent Voulzy, c'est un très bon choix. Et puis la chanson française, je crois que vous la connaissez bien. Puisqu'en 1974, vous avez fait un sketch chanson, Pot pour rire, avec votre acolyte de l'époque, Patrick Green. Écoutez. Monsieur Mitterrand, après le premier tour, quelle a été votre réaction? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de l'élection de Monsieur Giscard d'Estaing? Je suis malade, parfaitement malade. Madame Mesmer, quel est votre souvenir le plus émouvant? Ah oui, je mangeais à la cantine, chercher le titre de Topalov. Monsieur Chirac, vous voilà. Alors vous disiez, j'ai mangé à la cantine le titre de Topalov. Oui. C'est ça. Bon alors, Pot pour rire, ça a été un succès fou. Comment ça vous est venu à l'idée de reprendre des chansons du top 50 de l'époque, je crois, de 74? C'est assez amusant, c'est parce qu'en effet, on faisait partie de l'équipe de Thierry Leluron. Thierry Leluron nous avait présenté son producteur Paul Lederman, qui hélas nous a quittés il y a quelques mois. Et Paul était vraiment le producteur. On était très impressionnés parce qu'il produisait Claude François. Avec Green, on avait fait les premières parties de Claude François dans les arènes, etc. Et Monsieur Pompidou nous quitte un 1er avril, mais on a annoncé sa mort le 2 avril, parce que paraît-il que si on avait dit qu'il était mort le 1er avril, tout le monde aurait cru un poisson d'avril. Thierry Leluron m'avait appelé le 2 avril au matin, il devait faire, c'était la date de son anniversaire, une énorme fête. Il m'a dit, tu comprends, je peux pas faire une fête le jour de la mort du président. Bon, campagne électorale, et Lederman me dit, Olivier, tous les deux, là, vous êtes performants avec Green dans l'émission de l'Euro du dimanche, qui était sur TF1 après, enfin, c'était la une à l'époque, c'était pas TF1, qui était après le journal télévisé 13h tous les dimanches. Est-ce que vous auriez une idée? Bon, je dis, écoutez, je sais pas, on pourrait peut-être questionner quand on aura le résultat des élections, les hommes politiques. Et, elle me dit, oui, peut-être, oui, c'est bien. Il y avait Jean Amadou qui faisait au théâtre de 10h avec des diapositives et des chansons. Et donc, c'est vrai, je rends hommage à Jean Amadou parce que il a été aussi le déclic de cette idée. Et puis, donc, Lederman, il me dit, vous savez ce quoi? On va faire avec le hit parade actuel. On va prendre les extraits. Alors, allez me chercher les disques. Moi, j'avais pas beaucoup de sous à l'époque. On démarrait, on gagnait très mal. On n'avait pas un petit billet, ça va. J'ai calculé, il y a 23,45 tours à acheter. Ça va coûter 500 francs. Il dit, mais vous êtes fou. Mais moi, je vous donne pas un sou. Vous allez au Virgin Megastore des Champs-Élysées, vous dites que c'est pour moi, et qu'on rapportera les 45 tours après l'enregistrement. Alors qu'il était milliardaire, Lederman. Oui. Donc, je me vois faire la queue, et quémander. Mais qui a dit, vraiment, vous travaillez avec Paul Lederman, vous? Oui, oui. Bon, alors, vous me les rapportez. Et donc, on a eu les disques gratos, je les ai rapportés après l'enregistrement. Et puis là, on a resté une nuit entière. Une nuit, on a commencé, les studios de Pathé Marconi étaient sur les quais à Boulogne-Billancourt. Et de 8h du soir jusqu'à 8h du matin, et Lederman était comme Johnny Stark, la race de ces très grands producteurs.
C'est-à-dire qu'il... Producteur de Mireille Mathieu, de tant d'autres. Il a lancé Claude François, après il y a eu Coluche, il y a eu Les Inconnus, il y a eu Les Charlots, et il a eu à un moment... bah oui, je viens de le dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il donnait, je dirais, presque les intonations. Il avait déjà dans l'oreille comment il fallait jouer. Mais par exemple, sur Monsieur le Président, que pensez-vous de... C'est lui qui donnait la directive. Ah oui, il dit non, là vous êtes trop mou. Non, là vous êtes trop nerveux. Non, là c'est pas assez souriant. D'accord. Souriez. Et donc, mais même chose, pendant les 10 ans qu'il était notre producteur, chaque fois, chaque sketch nouveau, on travaillait virgule par virgule. Voilà, c'était un très grand producteur. Donc voilà, le sketch a été un énorme triomphe. On est devenu numéro 1 en 8 parades du jour au lendemain. Plus d'1 million de disques, combien vous avez vendu? 1 million 500 000. 3 fois disque d'or. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on est dans le livre des records. On est le plus grand nombre en français, le plus grand nombre de 45 tours vendus en une journée. Il y a une journée, on a vendu 127 000 45 tours. Les gens et Lederman étaient désespérés parce que les usines n'arrivaient pas à fabriquer à la vitesse à laquelle ils voulaient. Donc voilà. Donc c'était premier Europe 1, RTL et tout. On a fait toutes les grandes émissions, les Guilux, etc. Puis évidemment, on était... Alors, j'ai le temps d'une petite anecdote. Allez-y, je vous en prie. Et ce disque était incroyable. Il a fallu une petite anecdote assez marrante. Un jour, Lederman m'appelle. On était en première partie de Serge Lama en 74. Donc, le disque est sorti... il y a eu les élections, mais il est sorti début mai 74. Ben non, c'est le 10, enfin vers le 15 mai. Et il y a un émir qui nous a vus à la télé, qui connaît pas un mot de français, qui est au Casino d'Évian. Et il a appelé le directeur du casino, il a dit, écoutez, je peux pas vous donner son nom. J'ai un client qui perd entre 20 millions ou qui gagne 10 millions. Il peut perdre 20, 30 millions de francs en une nuit, mais il veut griner le jeune. Alors, on envoie un avion. Ils sont en tournée avec Serge Lama. Vous annulez là, on envoie un avion, on les emmène et ils feront pour l'émir. L'émir le veut. On arrive là-bas, je crois que c'était un gag de Béliveau. Donc le directeur fait, on va vous appeler, on nous fait dîner. Il était minuit, 1h du matin. Et tout d'un coup, le directeur, il a fait, allez, venez. Là, il vous veut maintenant. Et vous savez que là, il a une chance insolente ce soir. Alors, essayez de lui faire casser la main. Donc, on entre. Mais vraiment, c'était un sketch. Au bout il y avait un seul gars, des lunettes noires, le caifier, 2 gardes du corps. Et puis, nous, on commence notre sketch. Le type, je ne sais même pas s'il nous a écoutés, s'il regardait, il était là. Et puis, à un moment, le directeur du casino a fait... Il dit, vous verrez, il ne faut pas trop, 5-6 minutes, et puis vous faites votre sketch, et puis après, vous faites votre tube, et vous partez. Voilà, on est parti, on a été payé un prix d'or, l'avion, etc. Et le surlendemain, dans le journal, Figaro, etc., on dira... Un émir a perdu cette nuit-là 25 millions de francs. C'était notre client à nous. On lui a pas porté chance. C'était un coup de maître du casino, alors. Ah oui. Coup de maître pour lui porter. Très fort. Et vous n'aviez pas peur d'être choqué un peu, puisque c'est un peu dans la tradition des chansonniers, ce que vous faisiez, mais de choquer en 74 et puis même en 80 quand vous recommencez pour Mitterrand. Alors on connaît maintenant l'autre côté de l'histoire, si je puis me permettre. Vous n'aviez pas peur de choquer, d'être censuré? Non, alors on a eu des procès. Ouais. D'abord, on a eu un procès de M. Barclay, parce que pourtant j'ai été allé le voir avec Paul Lederman. Il avait donné un accord, je dirais, oral, pour qu'on puisse prendre un extrait de Charles Aznavour. Et comme le dit, c'est évidemment de succès. Barclay a fait un procès. Eh oui, pour avoir des droits. Pour les droits, il a récupéré pour 10 secondes de Charles Aznavour. Il a récupéré 25 millions de centimes. Il y a eu ça. Il y a eu Jean Le Canuet qui nous a fait un procès parce qu'on le traitait de simplet. Avec la chanson de Fernandel, on m'appelle. Et donc là, il a été débouté. Et puis, il y a eu Jean Royer. Ça tombait après le scandale où il y avait une femme qui avait montré ses seins nus dans un débat politique, ce qu'il avait ridiculisé. Et on disait... sur Royer, etc. Qui êtes-vous là, folle du régiment, etc. Alors qu'il n'était pas du tout homosexuel. Et un jour, il m'a fait téléphoner par son cabinet. Il a dit, écoutez, vous me traitez de folle du régiment, mais vous savez que je suis complètement hétérosexuel et je suis le père la pudeur. Non, je dis, je sais bien, monsieur Royer. Donc voilà, il nous en a voulu. François Mitterrand. Ah bah oui. Je le rencontre. Un jour, on était sur les Champs-Élysées avec Green. On venait survoyer, c'est notre disque était toujours... Et je le vois avec une petite minette, parce qu'il était très séducteur, notre monsieur Mitterrand. Et il venait de se faire... c'était pas l'année où il venait d'être élu. C'était l'année où Giscard. Et là, on lui faisait dire dans le disque, je suis cocu, mais content. Chanson de Serge Lama. Et là, je vois monsieur Mitterrand, écoutez, voilà... c'est vous qui avez fait ce disque?
avec vraiment assez agressif. Oui, est-ce que je pourrais vous demander de le dédicacer? Oh, il fait non. Comme ça, il était de mauvaise poil parce que il a pas dû aimer la plaisanterie. Puis il y avait sa petite copine à côté qui était ravissante. Puis avec Green, on faisait un peu les yeux doux comme ça. Il fait comme ça du coude. Allez. Bon. Alors, et François Mitterrand... Alors, il prend un stylo. Ouais. Et puis alors, il dit, mais je vous mets rien sur la pochette, je fais que la signature parce que vous soyez capable de l'utiliser. Et il a signé, donc, François Mitterrand. Et vous l'avez encore, ce disque? Je l'ai, bien sûr. D'accord. Oh, bah alors, c'est extraordinaire. Giscard d'Estaing. Eh oui, avec Anémone, elle met des petites fleurs, voilà. Je sais quelle chanson vous lui mettez. On lui a fait dire plein de choses de malheureux. Et ben, il a fait, une fois qu'il est arrivé à l'Élysée, un matin, ça a sonné à ma porte, toujours un CRS. Contrôle fiscal. Un motard. J'ai dit, oh là là, ça y est, ça c'est pour mes contredanses que j'ai pas payé depuis 2 ans. Non, c'était un mot de Giscard que j'ai gardé aussi. D'accord. Pour dire, vous féliciter pour l'humour et disons merci parce que voilà, maintenant je suis président, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que dans les seuls qui ont vraiment fait des procès, c'est le Canuet, c'est Jean Royer qui m'a fait un procès d'intention. Mais sinon c'était bon enfant. Ouais. Il y avait pire que ça, il y avait pire que nous quand même. Et en tout cas, vous faites un immense succès, mais on peut le dire et nos auditeurs vous connaissent pour ça. Votre premier amour, votre grand amour, c'est le théâtre. Oui. Et encore, vous étiez parti, il me semble, sur le piano à la base, c'est ça? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cette mélodie radio, ils savent tout. Ah je crois. C'est des agents secrets. Oui, en effet. C'est le théâtre. Et vous avez joué dans les plus grandes pièces de boulevard, Le Vison Voyageur, Noix de coco, et j'en oublie certainement. Et bien sûr, la vôtre, dont nous allons reparler après, Tout bascule. Alors en fait, voilà, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, c'était la musique. Ouais. J'avais 2 pianos avec eux dans ma chambre. Je voulais être chef d'orchestre. Je faisais de la clarinette, du violoncelle, de l'orgue Saint-Pierre de Neuilly. Je gagnais mon argent de poche en faisant les musiques ou les enterrements qui étaient plus généreux que les mariages, bizarrement. Et il y avait un espoir d'héritage, peut-être. Et donc, et puis, en même temps, il y a eu un petit club d'art dramatique. J'hésitais, mais je voulais vraiment être chef d'orchestre. Je commençais à lire en 7 clés. Je prenais des cours d'harmonie pour rentrer au conservatoire de la rue de Madrid en tant qu'harmoniste et pour faire mon traité d'harmonie. Et puis, en même temps, j'étais tenté par le théâtre et il y avait un petit club d'art dramatique. Et ma première mise en scène de théâtre, l'Apollon de Bellac de Giraudoux, je jouais l'Apollon forcément. J'ai gardé, je dirais, le programme. Et il y avait Christian Clavier, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle. Voilà. Et dans les aînés qui venaient un petit peu dragouiller les petites gonzesses qui venaient à ce club dramatique, il y avait André Dusselier qui est passé, Jacques Weber, Bernard Ménez. Donc voilà, c'était ce petit club dramatique du lycée Pasteur. A été une pépinière. Dominique Constanza qui est entrée après la Comédie Française, Béatrice Agenin qui a été vraiment mon premier coup de foudre de jeune ado, mais amour platonique, je précise. Je veux pas me vanter d'une chose qui n'a pas eu lieu, mais j'étais fou amoureux de cette demoiselle parce que c'était une comédienne. Elle avait un charme. Grande comédienne qui a joué notamment dans La 7e cible avec Ventura. Absolument. Puis après, elle est tournée avec Belmondo. Elle a fait la Comédie Française. Elle a un cours de théâtre, Les Enfants Terribles. Maintenant, elle a eu 2 Molières encore l'année dernière avec le spectacle Marie des Poules. Ouais. Donc voilà, Béatrice, on est restés très très amis. Donc voilà. Et ben du coup, vous êtes tombé dans le théâtre. Et ben voilà, et elle m'a demandé de lui donner la réplique pour le concours d'entrée du centre de la Rue Blanche. J'ai dit écoute, allez te donner la réplique. Allez, inscris-moi. Elle m'a inscrit. J'ai appris la scène imposée qui était Cléante de Lavar, la première scène. Et puis on était 800 garçons, 800 filles. J'ai été reçu. Ils en prenaient 12 sur 800. Et elle a été recalée. Donc elle s'est bien rattrapée. Ben, elle s'est rattrapée parce qu'après elle est allée à la comédie. Elle est allée au conservatoire que j'ai fait après le centre de la Rue Blanche. Et donc quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à papa, maman, je sais pas, du coup je sais plus si je vais faire de la musique ou du théâtre. Et puis voilà, je me suis dit, allez, vous savez, même à l'âge de 10, 11, 12, 13, 14, toute votre vie, c'était le travail, c'était la musique. Je n'ai pas vu de jeune homme, je suis jamais allé en boum. J'allais pas quand les autres allaient traîner. Je suis pas allé lancer un seul pavé en 68. Non, je travaillais dans voilà, je voulais composer, etc. Et du coup, il y a eu la révolte de jeune homme qui n'a pas eu de jeunesse. Et du coup, allez, je dis, je vais faire le théâtre. Oh, le théâtre, c'est un métier plutôt... Eh ben, en fin de compte, non, quand on le fait vraiment, c'est aussi prenant que le reste. Le théâtre, le comique. On va revenir sur le théâtre de boulevard juste après, mais vous avez aussi... On est obligé d'en parler, participer à la classe avec Fabrice. Ah oui, vous avez gardé de bons souvenirs, vous étiez un peu son chouchou, non? Absolument. Alors en fait, si on décompose ma vie, j'ai eu une tranche sérieuse de théâtre sérieux, conservatoire,
Après, premier prix de comédie, premier prix de diction, plein de pièces sérieuses, du Giraudoux, du Shakespeare, etc. Et puis, la rencontre avec Thierry Le Luron, voilà, donc Paul Lederman et les variétés. Et donc, j'ai quitté le conservatoire en fin de deuxième année, parce que j'ai pas eu ça faisait déjà 5 ans de cours. J'allais chez Jean-Laurent Cochet, qui était un professeur extraordinaire. On est resté copains avec Fabrice Lucchini. Voilà, c'était un initiateur extraordinaire. Depardieu, Sabine Azéma. Voilà, on était tous de chez Cochet. Et puis, voilà, après, il y a eu donc la télé. Et puis, il y a eu donc 10-12 ans de duo. Après, je suis revenu au théâtre quand le duo s'est séparé. Et Guy Lux, avec qui j'étais resté très copain du temps du duo, on est restés très copains. Et Guy m'a dit, écoute, je vais créer la classe. Il est venu me chercher chez Philippe Bouvard. J'étais dans le petit théâtre de Bouvard. Ouais. J'écrivais plein de sketchs pour tout le monde. Et Guy, on était très copains. On partait en vacances ensemble. Ça a été un peu mon père. Un père, je dirais, dans les variétés. Voilà, dans le métier, pardon. Et parce qu'il me disait, je me reconnais un peu en toi, tu inventes des jeux. J'ai inventé des jeux télé sur Canal. Des jeux de société aussi. Des jeux de société. Lui était aussi très joueur. Lui était joueur sur les chevaux, moi c'était les casinos. Donc on avait ce côté joueur et ce côté déconneur. Guy Lux était le spécialiste des très mauvais jeux de mots. Et j'étais le seul qui riait de ces très mauvais jeux de mots. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai gagné son amitié. Et on partait en vacances ensemble à Saint-Barthélemy, et il adorait la Baule, donc il venait à la Baule, enfin voilà. Et donc la classe, ça c'est 7 ans de bonheur. En effet, comme vous le disiez, j'étais un peu le chouchou, le faillot, mais ce qui est extraordinaire, comment il a vendu la classe. À l'époque, il y avait Téléunion, il y avait des sociétés de production qui étaient, je dirais, propriétaires des cases. Téléunion avait les jeux de 20 heures. Et puis quand après 11 ans de jeux de 20 heures, on dit on va peut-être trouver une autre émission. Guy m'a appelé, m'a dit, tu sais, il faut qu'on fasse une réunion tous les deux parce que j'ai rendez-vous avec la directrice des divertissements, Sabine Mignot. J'ai peut-être envie de lui présenter la classe, qui était un remake de ce qu'on avait fait, le Top Club, qui était 8h moins le quart, 8h sur Antenne 2 à l'époque, où il y avait Pierre Desproges, où il y avait déjà Michel Leb, bon. Et c'était aussi une classe, on lançait des boulettes, etc. Oui. Bon. Et il me dit, on va refaire une... Alors, allez, il dit, donne-moi des caractères. Qui tu verrais? Je dis, il faut une gourgandine. Donc après, on a pris Muriel Montosset, il faut un charmeur, El Château, il faut un simplet. Oh tiens, oui, j'en connais un, Jean-Louis Blaise. Il faut un fou, tiens, Bézu. Il faut un radoteur, il faut un faillot. Tu feras le faillot. Et puis, il est parti. La fleur sur le fusil, il a pris un énorme dossier qui n'avait rien à voir avec la classe. Il dit, je vais faire croire que c'est notre travail. Et puis 2 heures après, il m'a rappelé, il m'a dit, ça y est, on commence dans 2 mois et demi, maintenant on se met au boulot. Voilà, à l'époque, les producteurs, ça se faisait comme ça, ils vendaient comme ça les concepts. Mais Guy, c'était un vendeur, mais c'est extraordinaire, c'était un roi soleil. C'était vraiment, bon, autant Bouvard, j'étais très heureux de travailler avec lui, très impressionné, très admiratif. Un bourreau de travail, Bouvard, ouais. Ouais, mais vraiment. Mais en même temps, c'était un travail douloureux, parce que on pouvait prendre un coup de bâton, on ne sait pas d'où il venait. Il y a un jour, il vous portait au pinacle, il disait tout le monde, voyez, c'est un exemple, Olivier, regardez comme il sait bien écrire. Et le lendemain, il dit, il n'y a pas plus mauvais auteur que le jeune quand même. Bon. Oui. Donc c'était tout le temps le chaud et froid. Mais alors que Guy, c'était... J'ai souvenir, il m'avait parachuté coproducteur avec Claude Carrère d'une émission qui s'appelait Le Standard en folie, qui était sur Antenne 2 contre La Roue de la Fortune. Et c'était tous les vendredis, 1 fois par semaine. Il m'a dit, écoute, je te donne ta chance. Tu produis cette émission 19h30, 20h. Voilà. Et on a eu une énorme audience au départ, mais il avait vendu l'émission avec un budget très réduit. On a fait un pilote qui avait coûté, je crois, 40 briques, et j'avais que 15 briques. Le même budget que la classe. Et c'était des sketchs tournés de façon cinéma à l'extérieur. Et après, je dépassais le budget. Ben oui. Et donc j'ai réduit, et j'ai allongé les sketchs et l'audience, alors qu'on avait gagné sur La Roue de Fortune de semaine en semaine. Elle se délitait, ouais. Je peux pas faire des miracles, je dors pas, je travaille 20 heures sur 24, j'ai pas d'argent, comment tu veux que je fasse? Et moi je me payais pas, il y a des gens que je payais pas, etc. Et je le revois un jour, il m'a dit, il est arrivé chez moi, il m'a dit, on va faire une grosse réunion de travail. Il est arrivé, il s'est allongé sur mon canapé, il s'est mis comme ça. On a parlé pendant 2 heures philosophie, autre chose, tout à fait autre chose. Il me dit, bon, la tête, et vraiment à un moment, j'étais à 2 doigts de me faire casser la gueule ou casser une jambe pour aller à l'hôpital. C'est quand tu peux plus, ton corps vous étiez à bout.
et que j'étais à bout, un peu burn-out, j'ai dit, mais je vais jamais y arriver. Et il l'a senti. Donc on a parlé d'autres choses, on a parlé de la musique, etc. Puis il s'est relevé, il a remis ses chaussures. Il m'a dit, allez. Et l'audience a commencé à remonter. Parce que du coup, j'ai repris confiance. Au lieu de me faire taper sur les doigts, j'avais pensé qu'il allait m'engueuler. Non, il a compris dans quel état. Enfin voilà, c'est Guy Lux. C'était un homme capable de grande colère, mais un orage comme ça. Et votre histoire à la télévision se poursuit également avec Au Théâtre ce soir, une émission de Pierre Sabag. Ce soir, quand je suis revenu à mes premières images. Après, j'ai animé un jeu qui est resté dans les annales. Je n'ai pas parlé sur Mélodie TV, mais qui était un truc incroyable, sur une idée de Jean-Yann. C'était pareil, on était 300 à passer le casting, j'ai été choisi. Ça s'appelait Je compte sur toi. C'était une émission qui faisait un triomphe en Italie. Et c'était Jean-Yann qui avait eu l'idée. C'était une machine qui crachait des billets de banque. Elle crachait l'équivalent de 20 à 25 briques. Tous les une espèce de tirette. Et l'animateur, le seul concept de l'animateur, je sais qu'après j'étais en concurrence. Le dernier avec qui j'étais en concurrence, c'était Nagui. Et Berlusconi lui-même, et M. Ramon, qui était le directeur de la 5 à Paris, m'ont choisi. Parce que pendant 23 minutes, il y avait un candidat qui était face à une machine qui crachait des billets de banque. Et moi, le seul truc que j'avais, c'était d'essayer de le distraire. Donc c'était improvisation totale. De raconter des blagues, des avatars, de l'arroser. Il y avait une poule qui arrivait. Et à la fin de l'émission, il y avait des souffleries, etc. Le type, il disait, combien vous avez compté? S'il disait, j'ai compté 22 600, etc. On mettait les billets dans la machine, il y avait le compteur qui s'allumait. Et si le chiffre qu'il m'avait donné correspondait à la somme, il remportait le pactole. Mais il y avait des cartes du corps. Et ça n'a jamais été tourné, ça? Si, c'est resté 4 mois à 4 mois à l'antenne. Et c'était avant le journal de 20h, qui était présenté par Guillaume Durand. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jacques Lang avait demandé notre peau quand M. Ramon Berlusconi a voulu continuer la concession de la 5. On lui a dit à une seule condition. Vous enlevez ce jeu débile avec cet animateur de tête de gondole. Et donc, ils ont eu la peau. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on était, ça faisait une audience. Et encore aujourd'hui, il y a des gens dans la rue qui vous en parlent. Je compte sur toi. Mais je me suis amusé comme un fou. Mais enfin voilà, donc il y avait beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que l'argent était tabou. Ça venait après le scandale de Serge Gainsbourg, qui avait brûlé un billet de 500 francs et qui avait fait scandale. Là, c'est vrai que l'argent... Enfin voilà, mais sacré Jean-Yann. Des concepts, mais en tout cas, on l'a dit en début d'interview, ce que vous aimez, c'est le théâtre. Ce dont vous faites votre métier de comédien, mais aussi d'auteur, avec cette pièce Tout bascule, qui a un succès depuis 20 ans, que vous tournez dans toute la France et qui a même été adapté, je crois, à l'étranger. Oh, le jumet, il est formidable. Moi, je l'engage. Oh, c'est gentil. Vous savez, Monseigneur, il est l'or tous les matins. Il est l'or. Montant et... Oui, mais c'est encore la chance du débutant, comme le premier dit, chance du débutant, comme quand j'ai créé un jeu télévisé, mon premier jeu télévisé pour Canal, chance du débutant. Là aussi, j'avais, je dirais, plein de jus au fond de moi depuis des années. Pendant 20 ans, toute mon énergie créatrice a été aspirée par la télé, que ce soit le Petit Théâtre de Bouvard, La Classe, la Belgique, j'étais animateur sur RTBF. RTBF, après il y a eu la télévision suisse romande aussi 2 ans, avec un show mensuel. Donc c'était un gros travail. J'écrivais en plus pour des tas de gens, pour des tas de comiques, etc. Écrit une pièce sur comment. Donc voilà. Et donc là, j'ai écrit cette première pièce et je l'ai réécrite 17 fois avant d'oser la montrer. Et quand je l'ai montrée, oh là là, tout de suite, il y a eu un producteur, on l'a donc parti. Et ça a été... C'est formidable parce qu'en fait, j'ai mis dans cette première pièce, tout ce que moi, en tant que comédien, j'avais envie, en tant que spectateur ou en tant qu'acteur, de vivre. Il y a trop de pièces où on raconte. Et vous êtes gardé un petit rôle aussi, comme à chaque fois que vous écrivez une pièce, c'est ça? Voilà, absolument. Il y a des pièces de mon cru dans lesquelles je n'ai pas joué, mais elles sont peu, mais il y en a quelques-unes quand même. Mais en fait... il y a 2 écritures de pièces. Vous avez l'écriture de pièces où les comédiens racontent et ne vivent pas. Et moi, je me dis, tu racontes pas, tu vis. Et le boulevard, c'est ça. C'est vrai, c'est que du vécu. Les portes qui claquent. Voilà. Et pour la petite histoire, cette pièce, j'ai commencé et pendant 1 an, je suis resté bloqué. J'avais un très bon début et après, j'y arrivais pas. Et donc, je suis resté bloqué. Et tout d'un coup,
On me dit, mais oui, mais pourquoi je suis bloqué? Si je fais ci, fais ça, ça va continuer. Et donc voilà, et alors après, donc, elle a été jouée 1300 fois à Paris, on a fait 4 théâtres à Paris, il y a eu je sais pas combien de tournées, j'ai été la mettre en scène à Rome, avec des comédiens italiens, elle a été jouée après en Espagne, elle est là, en ce moment, elle est encore en Turquie, elle a été demandée pour la Russie, et puis elle a été traduite en patois liégeois, en Suisse allemand, enfin bon, bref. Et comment on écrit une bonne pièce de boulevard? Est-ce que ça s'inspire de ce qui a été fait, je pense, en Vise aux voyageurs, au Canard à l'Orange, à Joyeuse Pâques, ou est-ce qu'on s'inspire du vécu? Comment on fait une bonne pièce de boulevard? C'est une bonne question, je me le demande encore, à la 10e. Je pense, alors... Parce qu'il y a des poncifs aussi. Il y a 2 écoles. Bon, d'abord, d'essayer de ne jamais retomber dans ce qui a été fait. Pourquoi refaire des choses en moins bien que nos aïeux et les maîtres en la matière, les Rounet? En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui marche actuellement au boulevard? Kuhn et Chapman, c'était les auteurs de boulevard. C'est-à-dire, c'est les 2 auteurs anglais qui ont fait Le Vison Voyageur, qui ont fait Panico adapté Plaza. par Jean-Loup Dabadi. Voilà, Jean-Loup, bravo, c'est que j'avais joué. Et je me suis dit, quel est leur secret? Et j'ai lu un interview. Et leur secret, c'était les 3 unités. Et toutes mes pièces... Jusqu'à maintenant, je réfléchis s'il y a une exception. Non. Alors, non, quelles sont les 3 unités pour nos auditeurs? Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. C'est-à-dire que, en fait... 24 heures. Voilà, comme disait Zemmour, même pas le durée de la pièce, c'est en durée en temps réel. C'est-à-dire qu'on part d'une situation d'urgence, c'est très difficile. Et il faut que ça continue à monter. Et que l'action que vous voyez, c'est une action qui s'est passée en 1h30, 1h40. Voilà, le durée de la pièce. Il n'y a pas, on ferme le rideau, on ne relève pas le lendemain avec le petit déjeuner, avec les robes de chambre, on ne repart pas le soir, etc. Non, c'est tout. Donc, il faut partir. Et ce que disent les Américains, parce que j'ai fait des écoles de scénaristes après, le fameux riding clock. Tous les coups des Chapman, c'est ça. C'est-à-dire que unité de temps, et en même temps, il y a une situation d'urgence et qui fait qu'il y a un compte à rebours. Et ce compte à rebours, il est formidable. Parce que du coup, ça oblige que ce soit la symphonie des Focus, un chef d'orchestre, c'est la 2e. Après Dévorez-moi, il y a l'urgence d'un bouclage d'un célèbre guide gastronomique qui veut manger de la chair humaine. Voilà, cette pièce, elle a été... Et Joyeuse Pâques, c'est l'inverse, par exemple. Ça se déroule sur plus de temps. Oui, sur plusieurs jours. Mais bon, moi, je me dis, je vais prendre la recette de ces Anglais. Mais bien sûr, d'accord. Et ça explique, selon vous, cette règle des 3 unités, respecter le temps, le lieu et l'action, ça explique le succès du boulevard encore aujourd'hui? Je pense que les gens sont sensibles. D'abord, il faut supprimer les entr'actes, parce que ça, c'est la mort. Quand on est dans une action, on a envie de continuer jusqu'au bout, ne serait-ce que pour les comédiens, pour les spectateurs. Bien sûr. C'est horrible d'aller au bar, etc. puis alors bon. Mais ça coûte plus cher, je crois. Voilà, on paye un dédié. Mais vous êtes au courant, c'est vrai. Quand j'ai joué ma première pièce au théâtre de la Michaudière, j'ai payé 300. C'était 300 francs à l'époque de dédié parce que je prenais pas le bar. Parce que le bar était fermé. Donc voilà, le théâtre de boulevard, une thérapie. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que selon vous, quel théâtre il va rester aujourd'hui, ou même quel théâtre il reste aujourd'hui, ou même demain? Est-ce que c'est le théâtre subventionné ou le théâtre le privé? Qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui attire vous qui êtes dans le métier? Qu'est-ce qui attire le public majoritairement? Je dirais que le théâtre subventionné, il y a eu beaucoup de gabegies. Il y a beaucoup d'argent dépensé pour des spectacles qui ont fait 20, 30 spectateurs et des sommes folles. Alors que le théâtre privé, c'est de l'argent privé, comme on le sait. Donc, c'est des investisseurs. Et je pense que la réponse du public, plus ça va, plus les gens ont envie de se divertir. Ouais. Bien sûr qu'il faut des théâtres. J'ai eu la chance de jouer à la fois du Shakespeare, du Giraudoux, mais je pense que le public, il vient plus facilement si on sait qu'il va s'amuser. Pour une thérapie, peut-être. Le boulevard, c'est du rire. Oui, un bon boulevard, c'est formidable. Mais dans les théâtres ce soir, il y a vraiment des perles. On a eu des grands auteurs. Je pense que ce qui va rester, c'est des grands auteurs. Par exemple, Sacha Guitry. Guitry, bien sûr. À lui, qui est le Molière moderne. C'est à la fois divertissant, c'est à la fois intelligent, c'est subtil, il y a plein de petites subtilités, il y a des rebondissements en permanence, c'est un jeu du chat et à la souris, c'est vraiment un humour intelligent. Donc ça, je pense qu'il y a une intemporalité. Il est certain que là, je suis en train d'écrire ma 10e pièce, terminée. Je ne pourrai plus jamais réécrire une pièce comme Tout bascule, ça y est, c'est fait. Il y a des auteurs qui passent leur temps à se copier. Là,
j'ai exploité toutes les ficelles, si je puis du dire. boulevard. Voilà, l'amant, le quiproquo, etc. Ça y est, c'est fait, ça a très bien marché. On va pas rester dans la même musique. Oui. Dévorez-moi, c'était une autre histoire. Et je pense que chacune de mes pièces est un univers totalement différent. Et à la limite, on dirait que c'est pas le même auteur. Eh ben, ce serait crédible. Alors qu'il y a des auteurs qui écrivent toujours tout pareil. Donc voilà, je pense que si on a déjà en plus ce respect du travail des autres et de ne pas les plagier, mais c'est fou, moi je reçois beaucoup de pièces et je vous assure que c'est terrifiant de voir qu'il y a un nivellement par le bas, un nivellement par la vulgarité. Il faut utiliser des armes loyales. Parce que vraiment, et puis en plus, moi, mon obsession, ça a toujours été de mettre du visuel. Oui. C'est très important, et c'est comme ça que vous êtes adapté à l'étranger. Pas que du... C'est-à-dire du visuel. Des gags visuels, des choses amusantes, que ce soit des costumes. Je dirais par exemple dans Tout bascule, il y a un moment, il y a une affiche, quelqu'un qui se plante contre l'affiche, les gens sont pissés de rire. Après, il y a une situation tellement énorme, parce que le type, il arrive, il secoue ses chaussures. Je vous jure, la salle, elle pleure de rire, mais pendant... Le comique de situation, alors. Oui, c'est beaucoup plus fort. Et là aussi, je fais des Et avec progrès. la finesse du comique de mots, il me semble, c'est ça? Oui, mais alors justement... Vous me mélangez. C'est Victor Hugo qui disait... Moi, j'étais très jeu de mots au début de ma carrière. Et quand j'ai lu un jour que Victor Hugo avait dit que le jeu de mots, c'est la fiente de l'esprit... Non, mais je vous assure, il l'a dit. Ça m'a calmé, parce que... Faire rire avec un jeu de mots, on peut pas l'adapter à l'étranger. Alors que sur une idée, sur une situation, c'est beaucoup plus intelligent. Bon, c'est vrai que ce sont des armes plus loyales, mais après chacun fait billet à 14 heures. Mais je suis assez... À un moment, si j'avais été ministre de la Culture, j'aurais... un appel. Oui, Michel, si tu m'écoutes, j'aurais été presque un panel d'auteurs reconnus avec un permis de construire une pièce. On a bien des permis de construire des immeubles. Parce que non, ce sujet-là, non, ça a été fait. Qu'est-ce que vous allez encore... Parce que il y a toute une couche de clientèle qui va au théâtre uniquement parce que les places sont pas chères. Je parle le billet réduc et tout ça. Vous avez maintenant un nivellement de plein de Ce qui est bien aussi quand même, pour ramener les gens au théâtre. Oui, mais alors t'as un type qui veut draguer une gonzesse, mais au lieu de regarder la pièce, il regarde combien ça va lui coûter. Et du coup, il y a plein... Pourquoi pas? En tout cas, Olivier Lejeune, ce théâtre, vous l'appréciez. Puis j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tous ces grands noms que nos auditeurs n'ont certainement pas oubliés. Vous les avez certainement connus. Je pense à Maria Pacôme, Michel Roux, Marthe Mercadier. Ah oui, alors... Jacques Balutin, qui a arrêté sa carrière il y a quelques années. À qui j'ai souhaité son anniversaire il y a un mois et demi, qui m'a répondu. Comment va-t-il, tiens, Jacques Balutin? Il va bien. Et il était à 2 doigts encore il y a un an de jouer la femme du boulanger. Il faut qu'il revienne. Ah ouais, mais là, il est fatigué. Il s'occupe de son épouse, qui a une santé un peu fragile. Mais il habite Boulogne-Billancourt, c'est un homme. Je voudrais dire que c'est peut-être... il y a 2-3 personnes avec qui j'ai eu des fous rires terrifiants. Alors, au théâtre de Boulevard, c'est terrifiant d'avoir des sourires. Et lui, mais il me cherchait. Et après, un jour, j'avais remplacé au pied levé Robert Lamoureux malade, j'avais appris qui a écrit le Charlatan. Voilà, c'était, si je peux me permettre, celle-là. Ok. Au théâtre Saint-Georges. Et il jouait avec Balutin, Robert Lamoureux, il était hospitalisé, début d'artérite, il fallait lui amputer 1 ou 2 doigts de pied parce qu'il fumait trop, les artères bouchées, comme quoi. Et donc, j'ai appris le rôle dans la nuit, je suis arrivé et le rôle était tellement bien écrit. Robert Lamoureux était un auteur de boulevard formidable. Et Balutin me cherchait en permanence à me faire rire. Et je riais, j'ai explosé de rire en scène. Et la directrice m'engueulait, Olivier, arrêtez, faut rire. Puis un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, je peux te parler sérieusement? Oui, pensais que c'est encore pour me faire engueuler. Chaque fois, je promettais de pas rire, mais le lendemain, il était là. Il faisait des grimaces. Si j'ai le malheur de manger un bout d'ail ou un bout d'oignon, il allait au bout de la scène, il faisait des grimaces. Et elle me dit, tu ne comprends pas qui fait ça pour te détruire. Et que, comme tu fais plus rire presque Robert Lamoureux, parce que tu as de la sève, tu as etc., et que du coup, lui, il fait un tout petit peu moins rire depuis que tu es là, il te détruit en cherchant à te faire rire. Bon, je dis ça, c'est diabolique. Ça, j'aurais jamais suspecté de ça. Et ben, le jour où elle m'a dit ça, plus un fou rire. Ah, mon salaud. Ah, Balutin. Ouais. C'est une belle anecdote. Mais on est restés très copains. Mais c'est vrai que c'est... Pierre Mondy aussi, j'y pense, que vous avez peut-être connu aussi. J'ai beaucoup d'admiration. Alors, Marthe Mercadier, c'est extraordinaire. J'ai écrit ma première pièce Tout bascule, dont on parlait tout à l'heure, pour elle, parce que j'avais joué Vacances de rêve au théâtre de l'Aimé Chaudière de Francis Joffo avec elle, et elle m'a écrit « Écris-moi une pièce ».
La reine du boulevard, je pense au squat aussi avec Claude Jansac, qui a été un succès formidable de Jean-Marie Chevret. Et donc, j'ai créé la pièce pour elle. On a joué. Elle n'a pas joué tout le début parce qu'elle était prise justement par le squat. Et ça, c'est ma faute. C'est moi qui présentais Jean-Marie Chevret et le squat à Marc Mercadier. Et du coup, elle me dit t'as été long à faire ton bascule. Je te rejoins après. Donc, elle est venue à la 200e. C'est Hélène Rodier qui a créé le rôle. Mais dès que Marthe est arrivée, ça a été un succès énorme. Donc, on a joué ensemble avec Marthe. La pièce, je l'ai jouée 1300 fois, mais j'ai joué 800 fois un rôle et 500 fois un autre. Et avec elle, j'ai donc dû jouer 800, 900 fois. Pas une seule représentation pareille. C'est une comédienne qui ne trichait pas. On jouait œil dans œil. Vous avez des comédiens qui sont très cabots, qui pensent pas aux autres, qui pensent à se présenter, à mettre les autres de dos. Elle n'en avait rien à foutre. On pouvait même jouer de dos. C'était le plaisir, le ping-pong. C'est une comédienne. Et j'ai assisté, puisque je peux le dire maintenant, puisqu'elle a avoué qu'elle a eu un début d'Alzheimer. Elle a terminé Alzheimer. J'ai vu au fur et à mesure des représentations, je dirais des grumeaux qui arrivaient, des mots la perte qui ne du texte. Plus, voilà. Ouais. Après, ça a été les synonymes. Et là, ça c'est... j'ai jamais raconté, mais c'est une représentation à Évian. Le rideau se lève, elle entre en scène. Pas un mot. Mais rien ne sortait. Le théâtre était plein. Et alors je commence à faire les demandes, les réponses, etc. Et puis il y avait le directeur du théâtre dans les coulisses, les régisseurs de la troupe qui jouaient pas. Et continue à jouer, alors oui. Et puis, elle devait me dire des choses importantes pour l'action. J'ai dit, mais on a un chien. Elle devait dire oui. Elle fait, non, on n'a pas de chien. Alors j'ai essayé de m'en sortir, etc. Et puis elle me dit, bon, le directeur, il fait, on ferme. Et en moment, on sortait de scène tous les deux. Et tout d'un coup, j'entends qu'elle parle. Je me dis, ça y est, elle retrouve le texte. Ça y est, le texte revient. On continue, j'y marre. On arrête. On continue ou on arrête. Et là, elle commence à parler. Bon, on rentre en scène. Et juste avant d'entrer en scène, en fait, elle parlait, mais elle faisait sa prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, etc. Elle demande. Là, ça m'a tellement ému. On est allé au bout de la pièce. Oui. On a fait les demandes et les réponses sur toute la pièce. Elle n'a pas dit un mot. On a terminé le rideau. Elle est venue à un moment des dédicaces. Et elle a signé les autographes. Et le lendemain, on jouait à la Baule. Et là, extraordinaire. Le texte est revenu. Tout était revenu. Et voilà, donc il y a eu des jours comme ça. C'était difficile. Jean Lefebvre, bien sûr. J'ai eu beaucoup de bonheur de jouer avec lui. Daniel Darieux. J'ai eu la chance de jouer de La Bonne Soupe de Félicien Marceau au Théâtre Marigny. Une femme d'une grande simplicité. Et puis il y a des comédiens qui m'ont fait mourir de rire. Jacqueline Maillan, je pense aussi. J'ai pas joué avec elle, malheureusement. Mais Franck de la Personne, pour le citer, parce qu'il est encore en vie, est un très grand comédien comique. Enfin, vraiment, il y a... Michel Roux, vous avez joué avec lui? Michel Roux, j'ai joué L'Amant de Bornéo de Roger Ferdinand, avec Claire Maurier. C'était aussi et Laurence Badi. Une merveille, c'est la Pauline Carton du XXe siècle. Non, c'est vraiment... j'ai l'impression d'avoir vécu, je sais pas, 500 vies. Quand vous jouez, par exemple, un Feydeau, vous êtes dès le matin dans le Feydeau. J'ai eu la chance de jouer, c'est par exemple, Roméo et Juliette, Mercutio, des rôles sérieux, du Guitry. Vous êtes dans l'univers de ces personnages. J'ai joué alors, là, dans notre studio, un comédien formidable qui s'appelle Charles Leys. On a joué dans une abbaye l'été dernier. Et alors c'est vrai, une pièce qu'il a mise en scène, de jouer dans des lieux magiques comme ça, une abbaye qui est chargée, l'histoire de cette abbaye, d'ailleurs c'est un concept qui pourrait très bien reproduire dans d'autres lieux historiques. J'ai eu la chance de jouer dans les remparts de Carcassonne, la guerre de Troie n'aura pas lieu, Giroudot avec Francis Huster, ça aussi c'est des grands moments. Vous avez des jours, toujours on dit mais vous devez être fatigué après spectacle, non, je dis qu'un artiste, il arrive fatigué, mais il repart en pleine forme. Je dirais que les bras, c'est les cosses d'une batterie. Et que ces deux cosses, vous les mettez dans l'énergie du public arrive. C'est formidable. Et vous me dites si je suis trop long. Allez-y. Non, parce que peut-être mon expérience est plus émouvante. J'ai donné des cours, je donne des cours toujours. Et là, à l'hôpital psychiatrique en Suisse, j'ai donné un cours à des malades. Oui. Ça, c'était, un bénévolat personnel. Et des malades lourds, troubles psychomaniaques, bipolaires, retard motal, schizophrénie. Et il y a un homme, quand je suis arrivé, qui était là, à vie, qui ne parlait pas depuis 25 ans. On m'a dit, il s'est inscrit au spectacle, mais il parle pas. Oui, chaque malade était avec un infirmier. On a joué au Théâtre du Passage à Neuchâtel, 600 spectateurs. Et cet homme qui avait la casquette à l'envers, qui avait beaucoup de dents, on aurait dit vol aux Sudani de coucou, mais très attachant. Et il était là, il suivait.
Et je disais, mais John, tu veux vraiment participer au spectacle? Bon, je dis, tu vas nous faire un mime puisque tu parles pas. Bon. Et puis, le jour du spectacle, il avait piqué dans la malle au costume, un costume de gendarme. Il est arrivé sur scène. Les 600 personnes se sont levées. Tellement il était attachant, tellement cet homme dégageait, je dirais, tout le malheur de la terre. Et je compare ça à une vague d'amour, à une vague d'énergie. Ouais. Et si ça avait été un grand réalisateur comme Brian De Palma qui avait filmé, on aurait pu voir cet homme bousculé par cette langue d'amour. Et il s'est mis à parler. Et il a raconté pendant 10 minutes la vie de son chien, Joe. John et son chien Joe. Dans la salle, on pleurait. Les infirmiers, les docteurs. Cet homme avait la parole en lui depuis 25 ans. Il ne parlait pas, parce qu'il n'avait jamais eu peut-être l'occasion de ressentir l'amour qu'on lui portait. Donc ça, quand j'ai raconté ça à Marthe Mercadier, elle pleurait. Ouais. À chaque fois, là, j'arrive à ne pas pleurer, parce que c'est un souvenir d'émotion. Et là, vous vous dites, je fais un métier formidable. Du coup, on m'appelle Jésus maintenant là-bas. Donc le théâtre, c'est la thérapie. Remettons-nous au théâtre ce soir à la télé. Ah, oui. En tout cas, Olivier Lejeune, je vais vous rappeler votre actualité qui est chargée l'année prochaine. Donc tout bascule, bien sûr, qui reprend à partir de janvier. Voilà, le 11 janvier au 21 février au théâtre Tête d'Or à Lyon, avec une tournée. 2025, 60 jours de prison, vous jouez de Sacha Guitry. En ce moment. Et en même temps, je vais encore des dates mai-juin. Et puis, je vais le jouer à Monaco aussi, fin novembre. Et puis voilà. Et puis après, il y aura une autre pièce. Une pièce Don Sganarelle, c'est ça? Alors, Don Sganarelle, ça, c'est une mise en scène que j'ai faite. Une adaptation, une pièce de Jean-Philippe Ancel avec des extraits des Donjons de Molière. Donc, et puis, voilà, des projets avec Charles Lay, qui habite ici dans le Nord et qui monte plein de spectacles. Et voilà, faudra l'aider dans son association parce qu'il a des choses formidables à nous raconter. Bon, ben merci en tout cas, Olivier Lejeune, d'être venu sur ce plateau de Mélodie Radio. Merci Gilles de votre... J'ai peut-être été un peu bavard, pardon. C'était merveilleux. Merci Gilles. À très bientôt. Merci. Mélodie, la radio vintage forever.